Bonjour, Ciné Chronicle se trouve dans les locaux de la société de production Empreinte Digitale où nous allons rencontrer Charlotte Bloom, journaliste sur OCS et auteure de plusieurs ouvrages sur les séries, pour The Art of Television qu'elle a imaginé, écrite et réalisée. Cette saison 2 dont elle va nous parler propose cette fois de découvrir 4 portraits intimistes de grands réalisateurs de cinéma qui contribuent à façonner le nouveau visage du petit écran. Partons d'abord à la rencontre de son producteur, Joachim Landau. La révolution de la série, si elle ne commence pas forcément par les États-Unis, c'est là où ça a explosé. Il y a une culture de la télé qui est réelle en France, en Angleterre, en Allemagne, mais aux États-Unis, il y a quelque chose qui est ancré dans le foyer, qui fait partie de la pop culture de façon tellement extraordinaire qu'on s'est dit qu'on voulait aller vers la Mecque. Et puis vous avez des chaînes qui sont totalement révolutionnaires. On pense à HBO, on pense à d'autres plateformes comme aujourd'hui Netflix, Amazon et consorts, mais c'est là qu'il y avait des gens qui étaient un peu soit des têtes brûlées, soit des fous furieux, soit des gens à qui on disait non, 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 puis du coup tout le monde fait pareil maintenant. Donc c'était eux qu'on a envie d'aller voir. La pop culture, c'est populariser des formes, populariser des codes, et derrière, c'est très intéressant de savoir qui les popularise, pourquoi on les popularise, et pourquoi ça marche si bien de façon populaire. Empreinte Digitale produit du commentaire depuis très longtemps. Là, il y avait un talent, qui est Charlotte, une envie, et surtout, il y avait un angle qui était assez inédit. The Art of Television est né d'une question que je me posais depuis très longtemps, qui est mais c'est quoi la vie d'un réalisateur de série? Parce que quand on commence à regarder un peu les fichiers IMDb des séries, on se rend compte que sur 8 épisodes, il y a 6 réalisateurs, qu'il y en a qui en font 2, il y en a qui en font 1. Et j'ai commencé à me dire, mais ils arrivent quand? On les appelle quand? Comment ils font pour s'adapter à une équipe? Ils connaissent personne. Ça ressemble à quoi leur premier jour? La première saison, elle se met vraiment que sur des réalisateurs de télé purs. Pour la saison 2, on a décidé de se concentrer sur des cinéastes qui venaient à la télé, parce que c'est un phénomène qui a une dizaine d'années, mais c'est de plus en plus fréquent que des gens du cinéma, de Fincher, Scorsese, etc. viennent à la télé. Donc nous, on s'est dit, on va aller leur parler, et comme pour la saison 1, on a été chercher nos chouchous. Parce qu'il faut se faire plaisir. Donc Judd Apatow, le patron de la comédie américaine, Barry Levinson qui a bercé toute notre vie avec son cinéma, Michel Gondry, la fierté française dans cette série qui était 100% américaine jusque-là, et Vincenzo Natali, parce qu'on voulait beaucoup représenter le genre. On voulait représenter l'horreur, le surnaturel, et pas rester dans un cadre complètement normé. La première saison, on était 2 réalisateurs. Moi, c'était ma première série documentaire. Pour la seconde saison, le poste de réalisatrice m'est revenu. Et je dois dire que vu le mal que j'ai moi-même à trouver des réalisatrices, c'est pas mal d'avoir une femme à ce poste. La première raison que nous citent les cinéastes sur pourquoi je fais de la télé, c'est parce que les gens la regardent. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui déplorent que le public au cinéma va voir de plus en plus des blockbusters, des choses de super-héros, de magie, etc. Et vont moins voir du cinéma d'auteur, vont moins voir des petites comédies. Alors, Judd Apatow, il n'a pas trop de mal à remplir les salles. Cela dit, 40 ans mode d'emploi n'a pas cartonné comme avait cartonné 40 ans toujours puceau. À la télé, on est chez les gens, on est dans leur salon, on est dans leur téléphone, on est dans leur ordinateur, on existe, et les gens nous regardent. La deuxième chose qui est importante, c'est le traitement qu'on réserve. Alors, on sait que le réalisateur en télé à un poste un peu moins élevé, prestigieux que le scénariste et le showrunner. Mais malgré tout, ils ont une vraie liberté de travail. Il y a une véritable audace. Les séries ont changé. On n'est plus du tout sur un truc de flic à Miami, bien que Michael Mann y avait posé sa patte. Mais on est sur des plus gros budgets, sur beaucoup de liberté, sur un travail qu'ils peuvent approfondir, qu'ils peuvent plus approfondir sur des films d'1h30, mais qu'ils peuvent approfondir sur 8 heures. Kidding, c'est un peu le destin de Gondry et de Jim Carrey qui se renoue. C'est quoi? C'est 15 ans après Eternal Sunshine of a Spotless Mind. L'un voulait travailler avec l'autre. Jim Carrey voulait pas faire la série s'il n'était pas réalisateur. Michel Gondry ne voulait pas la réaliser si Jim Carrey n'était pas là. Donc en gros, c'est un peu leur série à tous les deux. Michel Gondry a fait 6 épisodes sur 10, c'est déjà énorme. C'est très très rare les réalisateurs qui tiennent toute la durée. C'est arrivé sur True Detective avec Cary Fukunaga, ça arrive un peu avec Fincher sur Mindhunter, mais c'est vraiment très rare. Ils s'amusent beaucoup, les réalisateurs, de savoir qu'on a été chercher des showrunners pour parler d'eux. Dans la saison 1, on avait David Chase, le créateur des Sopranos, l'homme le plus flippant de la télévision, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est dur et charismatique, qui parlait de Tim Von Patten. Dans cette saison-là, on a Brian Fuller, qui est une véritable icône, un showrunner
vraiment hors norme, qui fait beaucoup de surnaturel, beaucoup de genre, qui est un peintre de l'image, quoi, qui est très particulier. Quand un showrunner vient parler du travail de réalisateur, on inverse la hiérarchie. C'est comme si mon rédacteur en chef venait parler de moi. Ce n'est pas logique. Et on le voit, Brian Fuller, quand il parle de Vincenzo Natali, il n'en parle pas comme d'un employé. Il en parle comme d'un collaborateur dont il ne peut pas se passer. Alors c'est vrai que Barry Levinson s'est un petit peu effacé du cinéma alors qu'il a 6 Oscars, il a fait Rain Man, Good Morning Vietnam, il a fait Bugsy. Il fait beaucoup de téléfilms et de biopics pour HBO, il en a fait sur Madoff, il a fait Paterno, il a fait You Don't Know Jack, mais il a aussi fait de la série et notamment il a fait Homicide au début des années 90. Et avec Homicide, c'est un homme de cinéma qui a brisé tous les codes de la télévision. Alors ce qui est marrant, c'est que ça arrivait à peu près en même temps que Twin Peaks, qui était aussi un homme de cinéma, David Lynch, qui venait briser des codes. Et je pense qu'à eux deux, ils ont vraiment construit le socle de la télé moderne et donné de la liberté. Quand on regarde ce qui est projeté au cinéma, on a de moins en moins des films qui racontent l'intime, qui racontent la douleur, qui racontent la famille, qui racontent même la politique. Ce sont des choses qu'on oublie. On attend Vice, par exemple, pour à nouveau avoir un peu de politique, mais toutes ces thématiques-là, c'est les thématiques qu'on raconte à la télé, et il y a aussi la diversité. C'est-à-dire que la diversité raciale, la diversité sexuelle, la diversité de genre, on la trouve beaucoup plus à la télé, en nombre et en qualité, dans la façon dont on raconte ces histoires. Ça, on a du mal à le trouver au cinéma. Pour moi, c'est le drame du cinéma, et c'est ça qui fait le bonheur de la télé, quoi. The Art of Television sera diffusé le jeudi 23 mai à 20h40 sur OCS Max, qu'on vous invite donc vivement à découvrir pour une plongée passionnante dans le processus de création télévisuelle américain.